Et Georges Lédric est avec nous sur ce plateau pour parler économie. Bonjour Georges. Bonjour Pauline. Vous revenez sur la sortie, bien sûr, du très attendu épisode 7 de Star Wars. Les retombées économiques du film s'annoncent considérables. Effectivement, l'univers créé par George Lucas est devenu l'une des marques les plus rentables de l'histoire du cinéma. Le premier volet est sorti en 1977 et depuis 40 ans, ce ne sont pas les films qui ont rapporté le plus d'argent, mais les produits dérivés. Les explications de Julie Chuteau. Chez Star Wars, pas de bonne avant-première sans les masques, les sabres laser, les costumes et autres produits dérivés. Des objets qui rapportent gros, jusqu'à 5 milliards de dollars de recettes attendues pour la seule année 2015. Les 6 premiers épisodes de Star Wars ont rapporté 5 fois plus dans les produits dérivés que dans les salles de cinéma. De quoi rentabiliser en un temps record les 4 milliards investis par Disney dans Lucasfilm en 2012. Plus de 5000 produits dérivés dans les magasins, un lancement en grande pompe il y a 4 mois. Et à New York, à Copacabana ou encore à Paris, les acquéreurs ont de 7 à 77 ans. J'étais jeune à l'époque du 2e épisode et j'ai alors commencé à collectionner. Je suis venu chercher les nouveaux jouets pour Noël. Star Wars, prochaine star sous les sapins et machine de guerre publicitaire, les grandes marques l'ont bien compris. Le constructeur automobile Fiat Chrysler ou encore les piles Duracell utilisent Star Wars dans leurs récents spots. Et en France, même la Poste s'est laissée tenter. Marc Vador. Un instant, j'ai cru. Cru quoi? Eh ben Vador, le côté obscur, le... Et quand les entreprises et les médias participent à la promotion du film, Disney se frotte les mains. Alors qu'en moyenne, 30 millions de dollars sont dépensés pour les spots télévisés des blockbusters, Star Wars n'en nécessite que 20. Et du côté du box-office, cet épisode 7 devrait rapporter dans les 2 milliards de dollars. Pas sûr que cela soit suffisant pour battre le record toujours détenu par Avatar, 2 milliards 800 millions de dollars. Record à battre donc pour Disney. L'opération, en revanche, a été plutôt rentable en 3 ans. Depuis que les studios Disney ont racheté donc les droits sur Star Wars, l'action a bondi de 121%. Et du côté des marchés financiers, quelle est la tendance ce matin ? Alors, il faut s'attendre à beaucoup d'instabilité, beaucoup de volatilité. À 24 heures de la réunion de la Réserve fédérale américaine qui devrait décider si elle augmente ou non son principal taux d'intérêt. Et ce matin, les marchés européens sont en forte hausse après 2 séances de baisse ces derniers jours. Vous le voyez, le CAC 40 en hausse de 1,1%. C'est la même chose à Francfort. À noter également le secteur automobile qui est à l'honneur puisque les ventes de voitures neuves ont augmenté de presque 14% au mois de novembre. On le voit, ça va plutôt bien donc pour Renault et Peugeot. En revanche, Volkswagen est toujours à la peine et perd de parts de marché. Le titre est sanctionné ce matin, vous le voyez, moins 4,29%. Au Japon, la bourse a clôturé en forte baisse, moins 1,68%. Là aussi, extrême volatilité en Asie à 24 heures de la décision de la Réserve fédérale américaine. Et dans le reste de l'actualité économique, Mauricio Macri a pris ses premières mesures en tant que nouveau président de l'Argentine. Et les taxes à l'exportation seront réduites pour les produits agricoles comme le soja, le blé ou le maïs, dont l'Argentine est l'un des plus gros producteurs au monde. Certains produits industriels sont également concernés. C'était une de ses promesses de campagne. Le gouvernement précédent les avait augmentées, provoquant la colère des agriculteurs. Et puis aux États-Unis, les chauffeurs d'Uber ont été autorisés à former un syndicat pour défendre leurs droits. L'autorisation a été votée au sein du conseil municipal de la ville de Seattle. Le syndicat pourra négocier les salaires et les conditions de travail pour l'ensemble des chauffeurs. Et en France, il n'y aura pas de coup de pouce pour le SMIC. Le gouvernement a annoncé une hausse de seulement 0,6% au 1er janvier, soit 6 € de plus par mois. Le patronat est satisfait, pas les syndicats qui demandaient un geste supplémentaire après les régionales. Et direction Nairobi où les négociations de l'OMC doivent commencer ce mardi et dans une atmosphère plutôt pesante. Effectivement, on a l'impression que les 162 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce y vont en traînant les pieds. Et pour cause, ces négociations que l'on a baptisées le cycle de Doha, qui ont commencé en 1995,
sont donc bloqués depuis plusieurs décennies. Les pays du Nord et les pays du Sud sont toujours divisés. À tel point que certains estiment que ce round de négociations devrait être purement et simplement annulé. Regardez. Et s'il fallait enterrer Doha pour sauver l'OMC? Malgré l'optimisme affiché, c'est l'une des principales questions qui planent sur Nairobi au moment de l'ouverture de la conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Et certains osent le dire tout haut. Dans une interview au Financial Times, le représentant spécial américain en commerce n'en a aucun doute. Le cycle de Doha, visant à libéraliser le commerce mondial sur une base multilatérale, a échoué et il est indispensable de développer de nouvelles approches. Lancé en 2001, le cycle de Doha visait à libéraliser le commerce mondial avec des bénéfices pour les pays en développement, axés en particulier sur les questions agricoles. Il devait durer 3 ans, mais les négociations se sont enlisées. Malgré cela, les pays en développement ont encore de l'espoir. Nous attendons un bon résultat pour tout le monde. Nous attendons un résultat sur l'agriculture et sur l'exportation. La majorité des membres de l'OMC attend une série de mesures pour les pays en voie de développement et pour les pays vulnérables. Qu'ils soient optimistes ou pas, les participants le savent, Nairobi est sans doute la conférence de la dernière chance. Tu nous regardes. Merci Georges. Merci.